toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Christophe, bonjour. Bonjour Léa. Et ce matin, Christophe, vous recevez Rémi Féraud. Rémi Féraud, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de Paris, où vous dirigez aussi le groupe. Qui est donc le groupe porteur de la majorité municipale. On l'a entendu à l'instant, les chiffres de l'épidémie restent inquiétants sur tout le territoire, plus encore à Nice qu'ailleurs. Est-ce que vous êtes pour le passage à des confinements locaux, ne serait-ce qu'à titre expérimental ? Oui, tout à fait. Et je ne comprends pas que cela tarde tant. Ça fait d'ailleurs longtemps que nous disons avec beaucoup de collègues au Sénat qu'il faut pouvoir adapter les mesures à la situation des territoires plutôt que d'avoir des mesures uniforme et uniquement uniforme comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi cela tarde autant, pourquoi les mesures n'ont pas été adaptées aux Alpes-Maritimes, à la Moselle, et aujourd'hui on voit le Nord-Pas-de-Calais, peut-être l'Île-de-France. En tout cas, dans les Alpes-Maritimes, les chiffres sont très différents de tous les autres départements, donc il faut prendre des mesures à l'évidence. C'est peut-être au nom d'une certaine égalité. On n'aime pas en France, rappelez-vous, quand on a fermé les restaurants uniquement à Marseille, il y a des tollés. Non, c'est au nom d'un centralisme très excessif qui marque vraiment la gestion de cette épidémie par le gouvernement. Et aujourd'hui, ce centralisme ne tient plus quand on a des chiffres aussi différents d'un territoire à un autre. Pour le reste du pays, le président de la République a confié vendredi vouloir attendre 8 ou 10 jours avant de décider. Est-ce que ça vous semble raisonnable ? Il y a les cas particuliers, Moselle, Alpes-Maritimes, mais il y a le reste du territoire. Le président de la République a fait un pari, celui de ne pas reconfiner. Il l'a fait d'ailleurs sous forme de pari. Aujourd'hui, les chiffres sont fluctuants. Ils étaient un peu à la baisse la semaine dernière. Ils sont à nouveau à la hausse, très légèrement. Les spécialistes ne sont pas optimistes. Il faudra peut-être à nouveau confiner. Je pense que le président de la République, de toute façon, décide seul et décide en faisant des paris. Je pense qu'il y a besoin de davantage de transparence et en effet, à l'issue de ces vacances scolaires de février, de voir les mesures à prendre et s'il faut retarder la reprise des cours d'une semaine, de 2 semaines, il faut le faire. Y compris à Paris, où on a encore une semaine de vacances, il serait possible de demander aux élèves de rester chez eux une semaine de plus ? Si les chiffres le justifient, oui, il faut le faire. Il faut maintenir l'école au maximum, mais si une semaine de vacances de plus peut être vraiment efficace, alors il faut le faire. C'est à voir ensemble avec les élus locaux, parce que vous me parliez de Marseille l'été dernier, mais là, en Moselle, par exemple, à Dunkerque, les élus locaux demandent un confinement, un prolongement des vacances de février. Ils ne sont pas écoutés. D'autres demandent des mesures encore plus radicales. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, s'inscrit dans la stratégie du zéro Covid, un reconfinement de 4 semaines. Ça aussi, il faut l'envisager ? Je pense qu'il faut pouvoir l'envisager, mais cette stratégie du zéro Covid, qui aurait dû être celle de la France et des autres pays européens il y a un an, aujourd'hui, c'est un peu tard. Est-ce que un confinement très fort et limité dans le temps nous permettrait de complètement sortir de l'épidémie en même temps qu'il y a la vaccination, un peu sur le modèle israélien? Je ne le sais pas aujourd'hui. Il faut évidemment essayer d'éviter de confiner toute l'économie, de tout arrêter. Mais si fin février, surtout début mars, ça apparaît nécessaire et très utile pour en avril retrouver jour, faisons-le. Nous avons aujourd'hui besoin de davantage aussi de collégialité dans la décision et que tout ne soit pas fait dans le secret du Conseil de défense. Il faudra un débat devant le Parlement. Alors d'autres, au contraire, préparent la phase suivante, la réouverture. Martine Aubry, par exemple, est candidate à rouvrir des lieux culturels à Lille à titre expérimental. Est-ce qu'il faut multiplier ces expériences à Paris, qui est déjà concernée, ouvrir les musées, les salles de concert? Est-ce que la mairie de Paris peut l'envisager? Alors, je pense que les musées, on pourrait tout à fait envisager de les rouvrir avec des jauges restreintes. On circule dans un musée de salle en salle. Et c'est adapté au couvre-feu puisque c'est la journée. Tout à fait. Je pense qu'il faudrait vraiment permettre aux musées de rouvrir. Pour ce qui est des salles, des enceintes sportives, des salles de concert, théâtre, il y a des expérimentations qui vont être menées. La ville de Paris est candidate à ces expérimentations. Je pense qu'il faut absolument profiter de ce moment-là au mois de mars pour réaliser ces expérimentations, pour pouvoir retrouver une vie culturelle ensuite à partir du printemps. Mettons pas la charrue avant les bœufs, je pense pas qu'il faille rouvrir les salles tout de suite, mais mener ces expériences pour pouvoir les rouvrir. Ce qui permet de rouvrir beaucoup d'activités, on le voit en Israël, c'est le passeport vaccinal. Quand on a beaucoup de vaccinés, on ouvre pour eux salles de concert, salles de sport ou commerce. Est-ce que l'exemple israélien du passeport vaccinal ne doit pas être suivi de près en France ?
doit être suivi de près pour voir si ce sera une solution plus tard. On ne peut pas demander un passeport vaccinal aujourd'hui où très très peu de Français ont pu être vaccinés. Est-ce que ensuite, lorsque la campagne de vaccination aura été menée, ce passeport vaccinal est nécessaire, nous verrons bien. Mais s'il l'est, pour permettre à nouveau une vie normale, moi je n'y suis pas a priori et par principe hostile. Il y a des passeports vaccinaux, par exemple, pour voyager sur d'autres vaccins. On ne va pas empêcher tout le monde de vivre parce que certains ne voudraient pas se faire vacciner. Mais est-ce que la vaccination d'une très grande partie de la population fera sortir naturellement de l'épidémie et rendra inutile le passeport vaccinal? Il est trop tôt pour le dire. Ça pourrait être un passeport transitoire, quelques mois en attendant que tout le monde soit vacciné. Tout à fait. Mais avoir ce débat aujourd'hui, vous comprenez bien que c'est extrêmement dur pour toutes celles et ceux, j'en fais partie, qui ne peuvent pas avoir accès à la vaccination. Donc, n'anticipons pas la décision, même si la question est aujourd'hui intéressante. À Paris, vous attendez beaucoup des médecins généralistes qui vont arriver en renfort sur la vaccination? Oui, mais je crois que les médecins généralistes commencent à recevoir cette semaine les vaccins AstraZeneca. Ceci dit, on est encore très loin d'avoir fini la campagne pour les personnels de santé, pour les plus de 75 ans. On reste encore dans le flou sur les 60-75 ans. Je vois aussi beaucoup de Parisiens qui, pour le moment, n'ont pas encore pu avoir leur premier rendez-vous pour la première dose. Donc, le gouvernement aime les effets d'annonce. Le président de la République a pris des engagements dont il n'est pas certain de pouvoir les remplir, c'est-à-dire la vaccination de l'ensemble de la population d'ici la fin de l'été. Moi, je crois ce que je vois et je vois que cette campagne de vaccination continue d'être une course de lenteur. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, maintient sa volonté d'examiner les courants idéologiques qui sont en œuvre à l'université, décolonialisme, cancel culture, islamo-gauchisme, etc. Est-ce que c'est pas légitime? Elle est ministre, elle surveille ce qui se passe à l'université. Je crois surtout que c'est une grande diversion par rapport à la pauvreté, de la précarité de la jeunesse dont elle ne s'occupe absolument pas. Par ailleurs, je crois que Mme Vidal elle-même disait exactement le contraire sur l'islamo-gauchisme à l'université à l'automne dernier. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation, de volonté de diversion et aussi beaucoup de confusion sur les termes et sur son rôle. Il faut être attentif à ces questions. Mais il faut être attentif de manière sereine et de manière rigoureuse. C'est pas la ministre de mettre de l'huile sur le feu? Non. Or, elle a mis de l'huile sur le feu pour faire diversion. Je pense d'ailleurs que la polémique la dépasse aujourd'hui et la rend encore moins crédible dans son rôle ministériel. Est-ce qu'elle ne rend pas service à la gauche? Quand on voit Jean-Luc Mélenchon s'ériger en défenseur des musulmans au nom de la gauche, est-ce qu'elle débusque pas là un islamo-gauchisme? Non, c'est la preuve, ce que vous dites, qu'on est en pleine confusion sur les termes. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre-André Taguieff qui le disait lui-même, qu'il y avait un dévoiement du terme islamo-gauchiste aujourd'hui. C'est dangereux. Il faut respecter les libertés académiques. Il faut permettre aux chercheurs en sciences sociales de faire leur travail. Et pour ma part, comme socialiste, comme homme politique engagé à gauche, je suis très attaché à l'universalisme républicain. Et cet universalisme républicain, aujourd'hui, il doit prendre en compte toutes les luttes contre les discriminations pour justement faire que cette promesse républicaine soit bien réelle. C'est ce qui manque aussi aujourd'hui, on le voit avec le projet de loi séparatisme, qui n'a qu'un seul pied, celui des interdictions, et qui ne met en œuvre aucune mesure sociale d'intégration qui tire toute la société vers le haut et vers la République. La gauche cherche son unité. Najat Vallaud-Belkacem pense, en donnant une interview au Journal du Dimanche ce week-end, que ces divisions ne sont pas si profondes et qu'on peut réunir, y compris jusqu'aux insoumis. Partagez-vous cet optimisme ? Je pense qu'il y a des divisions au sens il y a des divergences. Mais est-ce que la gauche veut arriver au second tour de l'élection présidentielle? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de ces divergences, il y a une vraie envie de tenter sa chance, de ne pas laisser la droite et l'extrême droite s'affronter à nouveau au second tour de l'élection présidentielle. Ceci dit, je ne pense pas aujourd'hui que la gauche puisse se réunir autour de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs,
peu le pensent. Donc Jean-Luc Mélenchon fait partie aujourd'hui de cet ensemble de la gauche. Il ne faut pas non plus qu'il soit lui-même simplement un facteur de division ou d'empêchement de l'ensemble de la gauche. Et il l'est. Est-ce qu'on n'est pas au cœur des gauches irréconciliables, comme disait Manuel Valls? On se cherche, mais on ne peut pas se réconcilier. Cette théorie des gauches irréconciliables, elle a été créée pour faire perdre la gauche, avec une grande détermination. Ça a d'ailleurs été efficace. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous avons mené des combats communs, y compris avec les Insoumis. Arriverons-nous ensemble à faire un projet commun? Il faut qu'il y ait une suffisamment grande partie de la gauche qui s'unisse pour arriver au second tour de l'élection présidentielle. Et je pense que ça tient d'abord à la social-démocratie et à l'écologie. C'est d'abord là que peut se créer un mouvement pour faire gagner la gauche. Et en quoi Anne Hidalgo peut-elle offrir les garanties de cette union social-démocratie-écologie? Par ce qu'elle représente, par l'action menée à Paris, par son identité politique. Mais rien n'est acquis. Nous verrons bien dans les mois qui viennent. Mais je pense, pour ma part, qu'elle est aujourd'hui la mieux placée pour porter ensemble l'écologie et la gauche et lui donner la dynamique suffisante pour arriver au second tour de l'élection présidentielle. C'est ça la question d'aujourd'hui. Il y a eu des tensions, même à Paris, avec les écologistes. Est-ce que ça s'apaise en ce moment? Est-ce que la recherche d'un chemin commun avance? Mais il y a toujours eu des tensions, des divergences, des débats vifs. Ça n'est pas une question seulement d'étiquette politique, ça n'est pas seulement la question du PS et de ELV. C'est la question d'une offre politique présidentielle qui arrive à rassembler suffisamment largement l'électorat de gauche et écologiste sur une candidature au premier tour de l'élection présidentielle. C'est cela l'enjeu de l'année 2021 avant l'élection qui aura lieu dans un peu plus d'un an. Le maire écologiste de Lyon impose un menu sans viande dans les cantines scolaires. Pour faciliter le service pendant la pandémie, dit-il, des membres du gouvernement protestent, notamment contre l'atteinte faite aux agriculteurs. De quel côté êtes-vous ? Le maire de Lyon prend une décision de menu végétarien. Beaucoup de collectivités locales vont dans ce sens-là, pas forcément tous les jours, mais à Paris aussi, nous avons dans les cantines certains jours des menus végétariens. Et tout d'un coup, tout le gouvernement lui saute dessus. Je crois, le gouvernement sort complètement de son rôle et est très tourné vers le passé. C'est une mesure de lutte contre la pandémie, il l'a expliqué. C'est aussi une mesure qui participe à la lutte contre le changement climatique. Chaque maire a ses mesures, mais je ne crois pas que ce soit le rôle du gouvernement comme ça d'accabler un maire qui prend des décisions. Rémi Féraud, merci, bonne journée. Merci à vous.